Grand 1. Dogmatisme et liberté de critique. Petit a. Que signifie la liberté de critique ? La liberté de critique est sans nul doute le mot d'ordre le plus en vogue à l'heure actuelle, celui qui revient le plus fréquemment dans les discussions entre socialistes et démocrates de tous les pays. Au premier abord, rien de plus étrange que de voir une des parties en litige se réclamer solennellement de la liberté de critique. Se peut-il que, dans les partis avancés, des voix se soient élevées contre la loi constitutionnelle qui, dans la plupart des pays européens, garantit la liberté de la science et de l'investigation scientifique ? Il y a là-dessous autre chose, se dira nécessairement tout homme impartial qui a entendu ce mot d'ordre à la mode répété à tous les carrefours, mais n'a pas encore saisi le fond du désaccord. Ce mot d'ordre est évidemment un des petits mots conventionnels qui, comme les sobriquets, sont consacrés par l'usage et deviennent presque des noms communs. En effet, ce n'est un mystère pour personne que dans la social-démocratie internationale d'aujourd'hui, il s'est formé deux tendances dont la lutte tantôt s'anime et brille d'une flamme éclatante, tantôt s'apaise et couve sous la cendre d'imposantes résolutions de trêve. En quoi consiste la nouvelle tendance qui critique l'ancien marxisme dogmatique ? C'est ce que Bernstein a dit et ce que Millerand a montré avec une netteté suffisante. La social-démocratie doit se transformer de parti de révolution sociale en parti démocratique de réforme sociale. Cette revendication politique, Bernstein l'a entourée de toute une batterie de nouveaux arguments et considérations assez harmonieusement orchestrés. Il nie la possibilité de donner un fondement scientifique au socialisme et de prouver du point de vue de la conception matérialiste de l'histoire sa nécessité et son inévitabilité. Il nie la misère croissante, la prolétarisation et l'aggravation des contradictions capitalistes. Il déclare inconsistante la conception même du but final et repousse catégoriquement l'idée de la dictature du prolétariat. Il nie l'opposition de principe entre le libéralisme et le socialisme. Il nie la théorie de la lutte de classe, soi-disant inapplicable à une société strictement démocratique, administrée selon la volonté de la majorité, etc. Ainsi, la revendication d'un coup de barre décisif de la social-démocratie révolutionnaire vers le social-réformisme bourgeois était accompagnée d'un revirement non moins décisif vers la critique bourgeoise de toutes les idées fondamentales du marxisme. Et comme cette critique était depuis longtemps menée contre le marxisme, du haut de la tribune politique et de la chaire universitaire, en une quantité de brochures et dans une série de savants traités, comme depuis des dizaines d'années elle était inculquée systématiquement à la jeune génération des classes instruites, il n'est pas étonnant que la nouvelle tendance critique dans la social-démocratie ait surgi du premier coup sous sa forme définitive, telle Minerve du cerveau de Jupiter. Dans son contenu, cette tendance n'a pas eu à se développer et à se former, elle a été transplantée directement de la littérature bourgeoise dans la littérature socialiste. Si la critique théorique de Bernstein et ses convoitises politiques demeuraient encore obscures pour certains, les Français ont pris soin de faire une démonstration pratique de la nouvelle méthode. Cette fois encore, la France a justifié sa vieille réputation de pays dans l'histoire duquel la lutte des classes, plus qu'ailleurs, était poussée résolument jusqu'au bout, comme disait Engels. Au lieu de théoriser, les socialistes français ont agi. Les conditions politiques de la France, plus évoluées sous le rapport démocratique, leur ont permis de passer immédiatement au bernsteinisme pratique avec toutes ses conséquences. Millerand a fourni un brillant exemple de ce bernsteinisme pratique aussi. Avec quel zèle Bernstein et Volmar sont-ils accourus pour défendre et louanger Millerand ? En effet, si la social-démocratie n'est au fond que le parti des réformes et doit avoir le courage de le reconnaître ouvertement, le socialiste non seulement a le droit d'entrer dans un ministère bourgeois, mais il doit même s'y efforcer toujours. Si la démocratie signifie dans le fond la suppression de la domination de classe, pourquoi un ministre socialiste ne séduirait-il pas le monde bourgeois par des discours sur la collaboration des classes ? Pourquoi ne conserverait-il pas son portefeuille, même après que des meurtres d'ouvriers par les gendarmes ont montré pour la 100e et la 1000e fois le véritable caractère de la collaboration démocratique des classes ? Pourquoi ne saluerait-il pas personnellement le tsar, que les socialistes français n'appellent plus autrement que knouteur, pendeur et déportateur ? Et pour compenser cet abîme d'avilissement et d'auto-fustigation du socialisme devant le monde entier, pour compenser cette perversion de la conscience socialiste des masses ouvrières, seule base pouvant nous assurer la victoire, on nous offre de grandiloquents projets de réformes infimes au point qu'on obtenait davantage des gouvernements bourgeois. Ceux qui ne ferment pas sciemment les yeux ne peuvent pas ne pas voir que la nouvelle tendance critique dans le socialisme n'est qu'une nouvelle variété de l'opportunisme. Et si l'on ne juge des gens non pas d'après le brillant uniforme qu'ils ont eux-mêmes revêtu, ou le nom à effet qu'ils se sont eux-mêmes attribués, mais d'après leur façon d'agir et les idées qu'ils propagent effectivement, il apparaîtra clairement que la liberté de critique est la liberté de la tendance opportuniste dans la social-démocratie, la liberté de transformer cette dernière en un parti démocratique de réforme, la liberté de faire pénétrer dans le socialisme les idées bourgeoises et les éléments bourgeois. La liberté est un grand mot,
Mais c'est sous le drapeau de la liberté de l'industrie qu'ont été menées les pires guerres de brigandage. C'est sous le drapeau de la liberté du travail qu'on a spolié les travailleurs. L'expression liberté de critique telle qu'on l'emploie aujourd'hui renferme le même mensonge. Des gens vraiment convaincus d'avoir poussé en avant la science ne réclameraient pas, pour des conceptions nouvelles, la liberté d'exister à côté des anciennes, mais le remplacement de celle-ci par celle-là. Or, les cris actuels de « Vive la liberté critique » rappellent trop la fable du tonneau vide. Petit groupe compact, nous suivons une voie escarpée et difficile, nous tenant fortement par la main. De toutes parts, nous sommes entourés d'ennemis, et il nous faut marcher presque constamment sous leur feu. Nous nous sommes unis en vertu d'une décision librement consentie, précisément afin de combattre l'ennemi et de ne pas tomber dans le marais d'à côté, dont les autres dès le début nous ont blâmés d'avoir constitué un groupe à part, et préféré la voie de la lutte à la voie de la conciliation. Et certains d'entre nous de crier « Allons dans ce marais », et lorsqu'on leur fait honte, ils répliquent « Quel genre arriéré vous êtes ?» N'avez-vous pas honte de nous dénier la liberté de vous inviter à suivre une voie meilleure ? Oh, oui messieurs, vous êtes libres non seulement d'inviter, mais d'aller où bon vous semble, fût-ce dans le marais. Nous trouvons même que votre véritable place est précisément dans le marais, et nous sommes prêts, dans la mesure de nos forces, à vous aider y transporter vos pénates. Mais alors lâchez-nous la main, ne vous accrochez pas à nous, et ne souillez pas le grand mot de liberté, parce que nous aussi, nous sommes libres d'aller où bon nous semble, libres de combattre aussi bien le marais que ceux qui s'y dirigent. Petit b. Les nouveaux défenseurs de la liberté de critique. Est-ce ce mot d'ordre, liberté de critique, que Rabotcheï Diello, organe de l'Union des social-démocrates russes à l'étranger, a formulé solennellement ces tout derniers temps, non comme postulat théorique, mais comme revendication politique, comme réponse à la question « L'union des organisations social-démocrates fonctionnant à l'étranger est-elle possible ? Pour une union solide, la liberté de critique est indispensable. » De là, deux conclusions bien nettes. Premièrement, le Rabotcheï Diello assume la défense de la tendance opportuniste dans la social-démocratie internationale en général. Deuxièmement, le Rabotcheï Diello réclame la liberté de l'opportunisme dans la social-démocratie russe. Examinons ces conclusions. Ce qui déplaît surtout au Rabotcheï Diello, c'est la tendance qu'ont l'Iskra et la Zarya à pronostiquer la rupture entre la montagne et la Gironde de la social-démocratie internationale. Parler d'une montagne et d'une Gironde dans les rangs de la social-démocratie, écrit le rédacteur en chef, M. Kryczewski, c'est faire une analogie historique superficielle, singulière, sous la plume d'un marxiste. La montagne et la Gironde ne représentaient pas des tempéraments ou des courants intellectuels divers, comme cela peut sembler aux historiens idéologues, mais des classes ou des couches diverses, moyenne bourgeoisie d'une part, petite bourgeoisie et prolétariat de l'autre. Or, dans le mouvement socialiste contemporain, il n'y a pas de collision d'intérêts de classe. Dans toutes ces variétés, y compris les bernsteiniens les plus avérés, il se place entièrement sur le terrain des intérêts de classe du prolétariat, de la lutte de classe du prolétariat pour son émancipation politique et économique. Affirmation osée. Kryczewski ignore-t-il le fait depuis longtemps noté que précisément la large participation de la couche d'académiciens au mouvement socialiste de ces dernières années a assuré cette rapide diffusion du bernsteinisme ? Et l'essentiel sur quoi l'auteur fonde-t-il son opinion pour déclarer que les bernsteiniens les plus avérés se placent eux aussi sur le terrain de la lutte de classe pour l'émancipation politique et économique du prolétariat, on ne saurait le dire. Aucun argument, aucune raison pour appuyer sa défense résolue des bernsteiniens les plus avérés. L'auteur estime apparemment que, dès l'instant où il répète ce que disent d'eux-mêmes les bernsteiniens les plus avérés, son affirmation n'a pas besoin de preuves. Mais quoi de plus superficiel que cette façon de juger toute une tendance sur la foi de ce que disent d'eux-mêmes ceux qui la représentent ? Quoi de plus superficiel que la morale qui suit, sur les deux types et ou chemins différents, et même diamétralement opposés, du développement du parti ? Les social-démocrates allemands, voyez-vous, reconnaissent l'entière liberté de critique. Les Français ne la reconnaissent pas, et c'est leur exemple qui montre tout le mal de l'intolérance. Précisément, l'exemple de Kryczewski, répondrons-nous, montre qu'il est des gens qui, tout en s'intitulant marxistes, considèrent l'histoire exactement à la manière d'Ilovaïski. Pour expliquer l'unité du parti allemand et le morcellement du Parti socialiste français, il n'est guère besoin de fouiller dans les particularités de l'histoire de l'un ou l'autre pays, de mettre en parallèle les conditions du semi-absolutisme militaire et du parlementarisme républicain, d'examiner les conséquences de la Commune et de la loi d'exception contre les socialistes, de comparer la situation et le développement économique, de tenir compte du fait que la croissance sans exemple de la social-démocratie allemande s'est accompagnée d'une lutte d'une énergie sans exemple dans l'histoire du socialisme, non seulement contre les erreurs théoriques, mais aussi contre les erreurs tactiques. Tout cela est superflu, les Français se querellent parce qu'ils sont intolérants, les Allemands sont unis parce qu'ils sont de petits garçons bien sages. Et, remarquez-le bien, à l'aide de cette incomparable profondeur de pensée, on récuse un fait qui renverse entièrement la défense des bernsteiniens. Ces derniers se placent-ils sur le terrain de la lutte de classe du prolétariat,
question qui ne peut être résolue définitivement et sans retour que par l'expérience historique. Par conséquent, ce qui a le plus d'importance ici, c'est l'exemple de la France, seul pays où les Bernsteiniens ont tenté d'agir comme une force autonome, aux chaleureux applaudissements de leurs collègues allemands. Alléguer l'intransigeance des Français, en dehors de la valeur historique de ces allégations, c'est chercher simplement à étouffer, sous des paroles acrimonieuses, des faits extrêmement désagréables. D'ailleurs, nous n'avons nulle intention d'abandonner les Allemands à Krzyzewski et aux autres nombreux défenseurs de la liberté de critique. Si les Bernsteiniens les plus avérés sont encore tolérés dans le parti allemand, c'est uniquement dans la mesure où ils se soumettent à la résolution de Hanovre, qui rejette délibérément les amendements de Bernstein, et à celle de Lübeck, qui, malgré toute sa diplomatie, contient un avertissement formel à l'adresse de Bernstein. On peut, au point de vue des intérêts du parti allemand, contester l'opportunité de cette diplomatie, se demander si, en l'occurrence, un mauvais accommodement vaut mieux qu'une bonne querelle. On peut en bref différer d'avis sur tel ou tel moyen de repousser le bernsteinisme, mais on ne saurait contester que le parti allemand l'a 2 fois repoussé. Aussi bien croire que l'exemple des Allemands confirme la thèse selon laquelle les Bernsteiniens les plus avérés se placent sur le terrain de la lutte des classes du prolétariat pour son émancipation économique et politique, c'est ne rien comprendre à ce qui se passe sous les yeux de tous. Bien plus, nous l'avons déjà signalé, le Rabotcheye Diello intervient devant la social-démocratie russe pour réclamer la liberté de critique et défendre le bernsteinisme. Il a dû apparemment se convaincre que nos critiques et nos Bernsteiniens étaient injustement offensés. Mais lesquels ? Par qui ? Où et quand ? Pourquoi injustement ? Là-dessus, la Rabotcheye Diello se tait. Pas une fois il ne mentionne une critique ou un Bernsteinien russe. Il ne nous reste qu'à choisir entre les 2 hypothèses possibles, ou bien la partie injustement offensée n'est autre que le Rabotcheye Diello lui-même, ce qui est confirmé par ceci, que les 2 articles du numéro 10 parlent uniquement des offenses infligées par la Zarya et l'Iskra au Rabotcheye Diello. Et alors comment expliquer cette bizarrerie que le Rabotcheye Diello, qui a toujours récusé avec opiniâtreté toute solidarité avec le bernsteinisme, n'ait pu se défendre qu'en plaçant un mot en faveur des Bernsteiniens les plus avérés de la liberté de critique ? Ou bien ce sont des tiers qui ont été injustement offensés, et alors quel motif peut-on avoir pour ne les point nommer ? Ainsi nous voyons que le Rabotcheye Diello continue le jeu de cache-cache auquel il se livre depuis qu'il existe. Et puis remarquez cette première application pratique de la fameuse liberté de critique. Cette liberté s'est ramenée aussitôt en fait, non seulement à l'absence de toute éthique, mais aussi à l'absence de tout jugement indépendant. Le même Rabotcheye Diello, qui tait comme une maladie secrète l'existence d'un bernsteinisme russe, propose de guérir cette maladie en recopiant purement et simplement la dernière ordonnance allemande pour le traitement de la forme allemande de cette maladie. Au lieu de liberté de critique, imitation servile, pis encore, simiesque, les manifestations de l'actuel opportunisme international, partout identiques dans son contenu social et politique, varient selon les particularités nationales. Dans tel pays, les opportunistes se sont depuis longtemps groupés sous un drapeau particulier. Dans tel autre, dédaigneux de la théorie, ils mènent pratiquement la politique des radicaux socialistes. Dans un troisième, quelques membres du Parti révolutionnaire passés au camp de l'opportunisme veulent arriver à leur fin, non par une lutte ouverte pour des principes, une tactique nouvelle, mais par une dépravation graduelle, insensible, et si l'on peut dire impunissable, de leur parti. Ailleurs enfin, ces transfuges emploient les mêmes procédés dans les ténèbres de l'esclavage politique, où le rapport entre l'activité légale et l'activité illégale, etc., est tout à fait original. Faire de la liberté de critique et de la liberté du bernsteinisme la condition de l'union des social-démocrates russes, sans une analyse de manifestations concrètes et de résultats particuliers du bernsteinisme russe, c'est parler pour ne rien dire. Essayons donc de dire nous-mêmes, au moins en quelques mots, ce que n'a pas voulu dire, ou peut-être n'a pas su comprendre, le Rabotcheye Diello. Petit c, la critique en Russie. À cet égard, la particularité essentielle de la Russie, c'est que le début même du mouvement ouvrier spontané d'une part et de l'évolution de l'opinion publique avancée vers le marxisme de l'autre a été marqué par la réunion d'éléments pertinemment hétérogènes sous un même drapeau, pour la lutte contre l'ennemi commun, contre une philosophie politique et sociale surannée. Nous voulons parler de la lune de miel, du marxisme légal. Ce fut un phénomène d'une extrême originalité, à la possibilité duquel personne n'aurait pu croire dans les années 1880 ou au début des années 1890. Dans un pays autocratique où la presse est complètement asservie, à une époque de réaction politique forcenée qui sévissait contre les moindres poussées de mécontentement et de protestation politique, la théorie du marxisme révolutionnaire se fraye soudain la voie dans une littérature soumise à la censure. Et cette théorie est exposée dans la langue d'Ésope, mais compréhensible pour tous ceux qui s'y intéressent. Le gouvernement s'était habitué à ne considérer comme dangereuse que la théorie de la Narodnaya Volia. Il n'en remarquait pas, comme cela arrive d'ordinaire, l'évolution intérieure et se réjouissait de toute critique dirigée contre elle. Avant que le gouvernement se ressaisit, avant que la lourde armée de censeurs et de gendarmes eût découvert le nouvel ennemi et foncé sur lui, il se passa beaucoup de temps. Or, pendant ce temps,
Des ouvrages marxistes étaient édités les uns après les autres, des revues et des journaux marxistes se fondaient. Tout le monde littéralement devenait marxiste, on flattait les marxistes, on était aux petits soins pour eux, les éditeurs étaient enthousiastes de la vente extrêmement rapide des ouvrages marxistes, on conçoit que parmi les marxistes débutants, plongés dans la griserie du succès, il se soit trouvé plus d'un écrivain enorgueilli. Aujourd'hui, on peut parler de cette période tranquillement, comme on parle du passé. Nul n'ignore que la floraison éphémère du marxisme à la surface de notre littérature provint de l'alliance d'éléments extrêmes avec des éléments très modérés. Au fond, ces derniers étaient des démocrates bourgeois, et cette conclusion, corroborée à l'évidence par leur évolution ultérieure, s'imposait à certains, du temps que l'alliance était encore intacte. Mais s'il en est ainsi, à qui incombe la plus grande responsabilité du trouble ultérieur, sinon aux social-démocrates révolutionnaires qui ont conclu cette alliance avec les futurs critiques? Voilà la question suivie d'une réponse affirmative qu'on entend parfois dans la bouche des gens qui voient les choses de façon trop rectiligne. Mais ces gens ont bien tort. Seuls peuvent redouter des alliances temporaires, même avec des éléments incertains, ceux qui n'ont pas confiance en eux-mêmes. Aucun parti politique ne pourrait exister sans ces alliances, or l'union avec les marxistes légaux fut en quelque sorte la première alliance politique véritable réalisée par la social-démocratie russe. Cette alliance permit de remporter sur le populisme une victoire étonnamment rapide et assura une diffusion prodigieuse des idées marxistes. En outre, cette alliance ne fut pas conclue tout à fait sans conditions. Témoin le recueil marxiste, document pour servir de caractéristique à notre développement économique, brûlé en 1895 par la censure. Si l'on peut comparer l'accord littéraire passé avec les marxistes légaux à une alliance politique, on peut comparer cet ouvrage à un contrat politique. La rupture ne provint évidemment pas de ce que les alliés s'étaient avérés des démocrates bourgeois. Au contraire, les représentants de cette dernière tendance sont pour la social-démocratie des alliés naturels et désirables, pour autant qu'il s'agit de cet âge démocratique que la situation actuelle de la Russie porte au premier plan. Mais la condition nécessaire d'une telle alliance, c'est la pleine possibilité pour les socialistes de dévoiler devant la classe ouvrière l'opposition hostile de ses intérêts avec ceux de la bourgeoisie. Or, le bernsteinisme et la tendance critique, auxquelles se rallièrent en foule la plupart des marxistes légaux, enlevaient cette possibilité et pervertissaient la conscience socialiste en avilissant le marxisme, en prêchant la théorie de l'émoussement des antagonismes sociaux, en déclarant absurde l'idée de la révolution sociale et de la dictature du prolétariat, en ramenant le mouvement ouvrier et la lutte de classe à un trait d'unionisme étroit et à la lutte pour de menues réformes graduelles. Cela équivaut parfaitement à la négation, par la démocratie bourgeoise, du droit du socialisme à l'indépendance et par conséquent de son droit à l'existence. Cela tendait en pratique à transformer le mouvement ouvrier, alors à ses débuts, en appendice du mouvement libéral. Il est évident que dans ces conditions la rupture s'imposait, mais l'originalité de la Russie fut que cette rupture amena simplement l'élimination des social-démocrates de la littérature légale la plus accessible au public et la plus répandue, les ex-marxistes qui s'étaient groupés sous le signe de la critique et avaient obtenu le quasi-monopole de l'exécution du marxisme s'y étaient retranchés. Les devises contre l'orthodoxie et vive la liberté de critique, reprises maintenant par le Rabochaï-Diello, devinrent aussitôt des vocables à la mode. Que même censeurs et gendarmes n'aient pu résister à cette mode, c'est ce que montrent des faits tels que l'apparition des 3 éditions russes du livre du fameux Bernstein ou la recommandation par Zoubatov des ouvrages de Bernstein, Prokopovitch, etc. Les social-démocrates avaient alors la tâche déjà difficile par elle-même et rendue incroyablement plus difficile encore par les obstacles purement extérieurs de combattre le nouveau courant. Or, celui-ci ne se limitait pas à la littérature. L'évolution vers la critique se rencontrait avec l'engouement des social-démocrates praticiens pour l'économisme. La naissance et le développement du lien et de la dépendance réciproque entre la critique légale et l'économisme illégal est une question intéressante qui pourrait faire l'objet d'un article spécial. Il nous suffira de marquer ici l'existence incontestable de ce lien. Le fameux credo n'acquit une célébrité aussi méritée que parce qu'il formulait ouvertement cette liaison et dévoilait incidemment la tendance politique fondamentale de l'économisme. Aux ouvriers, la lutte économique, ou plus exactement la lutte trade unioniste qui embrasse aussi la lutte spécifiquement ouvrière, les intellectuels marxistes se fondront avec les libéraux pour la lutte politique. L'activité trade unioniste, dans le peuple, fut l'accomplissement de la première moitié de la tâche, la critique légale de la seconde. Cette déclaration était une arme si précieuse contre l'économisme que si le credo n'avait pas existé, il aurait fallu l'inventer. Le credo ne fut pas inventé. Il fut publié sans l'assentiment et peut-être même contre la volonté de ses auteurs. En tout cas, l'auteur de ces lignes, qui contribua à étaler au grand jour le nouveau programme, a eu l'occasion d'entendre regretter et déplorer que le résumé des vues des orateurs, jeté par eux sur le papier, ait été répandu en copie, décoré de l'étiquette de credo et même publié dans la presse en même temps que la protestation. Si nous rappelons cet épisode, c'est parce qu'il révèle un trait fort curieux de notre économisme, la crainte de la publicité. C'est bien là un trait de l'économisme en général, et pas seulement des auteurs du credo. Il s'est manifesté dans la Rabochaïa Mysl, partisan le plus franc et le plus honnête de l'économisme, et dans le Rabochaïa Diello, qui s'est élevé contre la publication des documents économistes dans le Vademecum.
et dans le comité de Kiev qui n'a pas voulu, il y a 2 ans, autoriser que l'on publiât sa profession de foi, et en même temps que la réfutation de cette dernière, comme il s'est manifesté chez beaucoup de représentants de l'économisme. Cette crainte de la critique que montrent les partisans de la liberté de critique ne saurait être expliquée uniquement par la ruse, quoique la ruse joue parfois un rôle. Il n'est pas avantageux en effet d'exposer à l'attaque de l'adversaire les essais encore fragiles d'une tendance nouvelle. Non. La majorité des économistes, avec une sincérité parfaite, voient sans bienveillance, et par l'essence même de l'économiste ne peut voir que sans bienveillance, toutes les discussions théoriques, divergences de fractions, vastes problèmes politiques, projets d'organisation des révolutionnaires, etc. On ferait bien d'écouler le tout à l'étranger, me dit un jour un des économistes assez conséquents, exprimant par là cette opinion extrêmement répandue, purement trait d'unioniste encore une fois, que notre affaire c'est le mouvement ouvrier, les organisations ouvrières de chez nous, de notre localité, et que tout le reste ce sont des inventions de doctrinaires, une surestimation de l'idéologie, selon l'expression des auteurs de la lettre parue dans le numéro 12 de l'Iskra, à l'unisson avec le numéro 10 du Robocheïe Dielo. La question se pose maintenant, étant donné ces particularités de la critique et du bernsteinisme russe. Quelle devait être la tâche de ceux qui réellement, et non pas seulement en parole, voulaient combattre l'opportunisme. Tout d'abord, il fallait songer à reprendre le travail théorique, qui, à peine commencé à l'époque du marxisme légal, retombait maintenant sur des militants illégaux. Sans ce travail, la croissance normale du mouvement est impossible. Ensuite, il était nécessaire d'engager une lutte active contre la critique légale qui pervertissait à fond les esprits. Enfin, il fallait s'élever vigoureusement contre la dispersion et les flottements du mouvement pratique, en dénonçant et en réfutant toute tentative de rabaisser, consciemment ou inconsciemment, notre programme et notre tactique. Que le Robocheïe Dielo ne se soit acquitté ni de la première, ni de la deuxième, ni de la troisième de ces tâches, on le sait, et nous aurons plus loin à analyser en détail cette vérité bien connue sous les angles les plus divers. Maintenant, nous voulons simplement montrer la contradiction flagrante qui existe entre les revendications de la liberté de critique et les particularités de notre critique nationale et de notre économisme russe. Jetez en effet un coup d'œil sur la résolution par laquelle l'Union des social-démocrates russes à l'étranger a confirmé le point de vue du Robocheïe Dielo. Dans l'intérêt du développement idéologique ultérieur de la social-démocratie, nous reconnaissons que la liberté de critiquer la théorie social-démocrate est absolument nécessaire dans la littérature du parti, dans la mesure où cette critique ne contredit pas le caractère de classe et le caractère révolutionnaire de cette théorie. Et les motifs, c'est que cette résolution, dans sa première partie, coïncide avec la résolution du congrès du parti à Lübeck au sujet de Bernstein. Dans la simplicité de leur cœur, ceux de l'Union ne remarquent même pas quel certificat d'indigence, ils se discernent par ce copiage. Mais, dans sa deuxième partie, elle circonscrit la liberté de critique plus étroitement que ne l'a fait le congrès de Lübeck. Ainsi donc, la résolution de l'Union serait dirigée contre les Bernsteiniens russes. Autrement, il serait tout à fait absurde de s'en référer à Lübeck. Mais il est faux qu'elles circonscrivent étroitement la liberté de critique par leur résolution de Hanovre. Les Allemands ont, point par point, repoussé justement les amendements de Bernstein, et, par celle de Lübeck, ils ont donné un avertissement personnel à Bernstein en le nommant dans la résolution. Cependant, nos libres imitateurs ne font pas la moindre allusion à une seule des manifestations de la critique et de l'économisme spécialement russe. Étant donné cette réticence, l'allusion abstraite au caractère de classe et au caractère révolutionnaire de la théorie laisse beaucoup plus de place aux fausses interprétations, surtout si l'Union se refuse à classer dans l'opportunisme la tendance dite économiste. Cela soit dit en passant. L'important, c'est que les positions des opportunistes par rapport aux social-démocrates révolutionnaires sont diamétralement opposées en Allemagne et en Russie. En Allemagne, les social-démocrates révolutionnaires, comme on sait, s'affirment pour la conservation de ce qui est, pour l'ancien programme et l'ancienne tactique connue de tous et expliquée dans tous leurs détails par l'expérience de dizaines et de dizaines d'années. Or, les critiques veulent introduire des modifications, et, comme ils sont une infime minorité et que leurs tendances révisionnistes sont très timides, on comprend pour quel motif la majorité se borne à rejeter froidement leur innovation. En Russie, au contraire, critiques et économistes sont pour la conservation de ce qui est. Les critiques veulent continuer à être considérés comme des marxistes et à jouir de la liberté de critique dont ils ont profité à tous les égards, car au fond ils n'ont jamais reconnu aucune cohésion dans le parti. D'ailleurs, nous n'avions pas un organe du parti universellement reconnu et capable de limiter, ne fût-ce que par un conseil, la liberté de critique. Les économistes veulent que les révolutionnaires reconnaissent les pleins droits du mouvement à l'heure actuelle, c'est-à-dire la légitimité de l'existence de ce qui existe, que les idéologues ne cherchent pas à faire dévier, le mouvement de la voie déterminé par le jeu réciproque des éléments matériels et du milieu matériel, que l'on reconnaisse comme désirable la lutte que les ouvriers peuvent mener dans les circonstances présentes, et comme possible, celle qu'ils mènent en réalité au moment présent. Mais nous, social-démocrates révolutionnaires, ce culte du spontané, c'est-à-dire de ce qui est au moment présent, ne nous satisfait pas. Nous exigeons que soit modifiée la tactique qui a prévalu ces dernières années. Nous déclarons que, avant de nous unir et pour nous unir, il faut d'abord nous délimiter résolument et délibérément. En un mot,
Les Allemands s'en tiennent à l'état actuel des choses et repoussent les changements. Quant à nous, repoussant la soumission et la résignation à l'état des choses actuelles, nous en réclamons le changement. C'est cette petite différence que nos libres copieurs de résolutions allemandes n'ont pas remarquée. Petit D, Engels et l'importance de la lutte théorique. Le dogmatisme, le doctrinarisme, l'ossification du parti, châtiment inévitable de la compression forcée de la pensée, tels sont les ennemis contre lesquels entrent en lice les champions de la liberté de critique du Rabotschei-Diello. Nous sommes très heureux que cette question soit mise à l'ordre du jour, seulement nous proposerions de la compléter par une autre question. Mais qui sont les juges ? Nous avons devant nous 2 prospectus d'édition littéraire. Le premier, le programme du Rabotschei-Diello, organe périodique de l'Union des social-démocrates russes. Le second, l'annonce de la reprise des éditions du groupe Libération du Travail. Tous 2 sont datés de 1899, époque à laquelle la crise du marxisme était depuis longtemps déjà à l'ordre du jour. Pourtant, dans le premier ouvrage, on cherchait en vain des indications sur cette question et un exposé précis de la position que compte prendre le nouvel organe à cet égard. Du travail théorique et de ses tâches essentielles à l'heure présente, ce programme, pas plus que ses compléments adoptés par le 3e congrès, ne souffle mot. Durant tout ce temps, la rédaction du Rabotschei-Diello a laissé de côté les questions théoriques, quoiqu'elles émussent les social-démocrates du monde entier. L'autre prospectus, au contraire, signale tout d'abord un relâchement de l'intérêt pour la théorie au cours de ces dernières années. Il réclame instamment une attention vigilante pour le côté théorique du mouvement révolutionnaire du prolétariat et exhorte à la critique implacable des tendances anti-révolutionnaires bernsteiniennes et autres dans notre mouvement. Les numéros parus de Lazaria montrent comment ce programme a été exécuté. Ainsi donc, l'on voit que les grandes phrases contre l'ossification de la pensée, etc. dissimulent l'insouciance et l'impuissance à faire progresser la pensée théorique. L'exemple des social-démocrates russes illustre d'une façon particulièrement frappante ce phénomène commun à l'Europe et signalé depuis longtemps par les marxistes allemands, que la fameuse liberté de critique ne signifie pas le remplacement d'une théorie par une autre, mais la liberté à l'égard de tout système cohérent et réfléchi. Elle signifie éclectisme et absence de principe. Ceux qui connaissent tant soit peu la situation, de fait de notre mouvement, ne peuvent pas ne pas voir que la large diffusion du marxisme a été accompagnée d'un certain abaissement du niveau théorique. Bien des gens dont la préparation théorique était infime ou nulle ont adhéré au mouvement pour ses succès pratiques et sa portée pratique. On peut juger du manque de tact que montre le Rabotschei-Diello lorsqu'il sort d'un air triomphant cette définition de Marx. Tout part réel du mouvement pratique importe plus qu'une douzaine de programmes. Répéter ces mots en cette époque de débandade théorique équivaut à clamer à la vue d'un cortège funèbre « Je vous souhaite d'en avoir toujours apporté ». D'ailleurs, ces mots sont empruntés à la lettre sur le programme de Gotha, dans laquelle Marx condamne catégoriquement l'éclectisme dans l'énoncé des principes. Si vraiment il est nécessaire de s'unir, écrivait Marx au chef du parti, passez des accords en vue d'atteindre les buts pratiques du mouvement, mais n'allez pas jusqu'à faire commerce de principes, ne faites pas de concessions théoriques, telle était la pensée de Marx. Et voilà qu'il se retrouve parmi nous, des gens qui, en son nom, essayent de diminuer l'importance de la théorie. Sans théorie révolutionnaire, pas de mouvement révolutionnaire. On ne saurait trop insister sur cette idée à une époque où l'engouement pour les formes les plus étroites de l'action pratique va de pair avec la propagande à la mode de l'opportunisme. Pour la social-démocratie russe en particulier, la théorie acquiert une importance plus grande pour 3 raisons trop souvent oubliées. À savoir, tout d'abord notre parti ne fait encore que se constituer. Qu'élaborer sa physionomie, il est loin d'en avoir fini avec les autres tendances de la pensée révolutionnaire qui menacent de détourner le mouvement du droit chemin. Ces tout derniers temps, justement, nous assistions au contraire à une recrudescence des tendances révolutionnaires non social-démocrates. Dans ces conditions, une erreur sans importance à première vue peut entraîner les plus déplorables conséquences. Et il faut être myope pour considérer comme inopportunes ou superflues les discussions de fractions et la délimitation rigoureuse des nuances. De la consolidation de telle ou telle nuance peut dépendre l'avenir de la social-démocratie russe pour de longues, très longues années. Deuxièmement, le mouvement social-démocrate est par son essence même international. Il ne s'ensuit pas seulement que nous devons combattre le chauvinisme national, il s'ensuit encore qu'un mouvement qui commence dans un pays jeune ne peut être fructueux que s'il assimile l'expérience des autres pays. Or pour cela, il ne suffit pas simplement de connaître cette expérience ou de se borner à recopier les dernières résolutions. Il faut pour cela savoir faire l'analyse critique de cette expérience et la contrôler soi-même. Ceux qui se rendent compte combien s'est développé le mouvement ouvrier contemporain et combien il s'est ramifié, comprendront quelles réserves de force théorique et d'expérience politique et révolutionnaire réclament l'accomplissement de cette tâche. Troisièmement, la social-démocratie russe a des tâches nationales comme n'en a jamais eu aucun parti socialiste du monde. Nous aurons à parler plus loin des obligations politiques et d'organisation que nous impose cette tâche, libérer un peuple entier du joug de l'autocratie. Pour le moment, nous tenons simplement à indiquer que seul un parti guidé par une théorie d'avant-garde peut remplir le rôle de combattant d'avant-garde.
Or, pour se faire une idée un peu concrète de ce que cela veut dire, que le lecteur se rappelle les prédécesseurs de la social-démocratie russe, Herzen, Vilensky, Tchernychevski et la brillante pléiade des révolutionnaires de 1870-1880, qu'il songe à l'importance mondiale qu'acquiert actuellement la littérature russe. Citons les remarques faites par Engels en 1874 sur l'importance de la théorie dans le mouvement social-démocrate. Engels reconnaît à la grande lutte de la social-démocratie non pas deux formes, politique et économique, comme cela se fait chez nous, mais trois, en mettant sur le même plan la lutte théorique. Sa recommandation au mouvement ouvrier allemand, déjà vigoureux pratiquement et politiquement, est si instructive au point de vue des problèmes et discussions actuels que le lecteur, espérons-le, ne nous en voudra pas de lui donner le long extrait de la préface à la brochure Der Deutsche Bürgerkrieg, depuis longtemps devenue une rareté bibliographique. Les ouvriers allemands ont deux avantages importants sur les ouvriers du reste de l'Europe. Le premier, c'est qu'ils appartiennent au peuple le plus théoricien de l'Europe et qu'ils ont conservé en eux-mêmes ce sens de la théorie presque complètement perdu par les classes dites instruites d'Allemagne. Sans la philosophie allemande qui l'a précédée, en particulier sans celle d'Hegel, le socialisme scientifique allemand, le seul socialisme scientifique qui ait jamais existé, ne se serait jamais constitué. Sans le sens théorique qui leur est inhérent, les ouvriers ne se seraient jamais assimilés à un tel point ce socialisme scientifique comme c'est le cas à présent. Combien est immense cet avantage ? C'est ce que montre d'une part l'indifférence à toute théorie, qui est une des principales raisons pour lesquelles le mouvement ouvrier anglais progresse si lentement malgré la magnifique organisation de certains métiers, et d'autre part, le trouble et les hésitations que le proudhonisme a provoqués sous sa forme primitive chez les Français et les Belges et sous sa forme caricaturale que lui a donnée Bakounine chez les Espagnols et les Italiens. Le deuxième avantage est que les Allemands sont entrés dans le mouvement ouvrier presque les derniers. De même que le socialisme théorique allemand n'oubliera jamais qu'il repose sur Saint-Simon, Fourier et Owen, trois penseurs qui, malgré leur caractère fantaisiste et utopique de leur doctrine, comptent parmi les plus grands esprits de tous les temps, et qui par leur génie ont anticipé sur d'innombrables vérités dont maintenant nous démontrons scientifiquement la justesse. De même, le mouvement ouvrier pratique d'Allemagne ne doit jamais oublier qu'il s'est développé grâce au mouvement anglais et français dont il a pu utiliser la coûteuse expérience et éviter maintenant les fautes, inévitables alors dans la plupart des cas. Où serions-nous maintenant sans le modèle des trade unions anglaises et de la lutte politique des ouvriers français, sans cette impulsion formidable qu'a donnée notamment la Commune de Paris ? Il faut rendre justice aux ouvriers allemands. Ils ont profité avec une rare intelligence des avantages de leur situation. Pour la première fois depuis que le mouvement ouvrier existe, la lutte est dans ces trois directions coordonnées et liées entre elles, théorique, politique et économique pratique. C'est dans cette attaque, pour ainsi dire concentrique, que résident la force et l'invincibilité du mouvement allemand. Cette situation avantageuse, d'une part, le caractère essentiellement insulaire du mouvement anglais ainsi que la répression du mouvement français de l'autre, font que les ouvriers allemands se trouvent maintenant à la tête de la lutte prolétarienne. Combien de temps les événements lui permettront-ils d'occuper ce poste d'honneur ? On ne saurait le prédire. Mais aussi longtemps qu'ils l'occuperont, ils s'acquitteront comme il convient, il faut l'espérer, des obligations que ce poste leur impose. Pour cela, ils devront redoubler leurs efforts dans tous les domaines de la lutte et de l'agitation. Pour les chefs en particulier, leur devoir consistera à s'instruire de plus en plus dans toutes les questions théoriques, à se libérer de plus en plus de l'influence des phrases traditionnelles de l'ancienne conception du monde, et à ne jamais perdre de vue que le socialisme, depuis qu'il est devenu une science, veut être traité comme une science, c'est-à-dire être étudié. Il faut redoubler d'ardeur pour répandre parmi les masses ouvrières la conscience ainsi acquise et de plus en plus lucide, cimenter toujours plus fortement l'organisation du parti et celle des syndicats. Si les ouvriers allemands continuent à progresser ainsi, je ne dis pas qu'ils marcheront à la tête du mouvement. Il n'est pas dans l'intérêt du mouvement que les ouvriers d'une seule nation quelconque marchent à sa tête, mais qu'ils occuperont une place honorable parmi les combattants et seront armés de pied en cap, si de rudes épreuves ou de grands événements les obligent soudain à plus de courage, à plus de décision et d'énergie. Les paroles d'Engels se sont révélées prophétiques. Quelques années plus tard, les ouvriers allemands étaient inopinément soumis à la rude épreuve de la loi d'exception contre les socialistes. Les ouvriers allemands se trouvaient en effet armés de pied en cap pour affronter cette épreuve et ils en sortirent victorieux. Le prolétariat russe aura à subir des épreuves infiniment plus dures encore. Il aura à combattre un monstre auprès duquel la loi d'exception dans un pays constitutionnel semble un pygmée. L'histoire nous assigne maintenant une tâche immédiate, la plus révolutionnaire de toutes les tâches du prolétariat de n'importe quel pays. L'accomplissement de cette tâche, la destruction du rempart le plus puissant, non seulement de la réaction européenne, mais aussi, nous pouvons maintenant le dire, de la réaction asiatique, ferait du prolétariat russe l'avant-garde du prolétariat révolutionnaire international. Et nous sommes en droit d'espérer que nous obtiendrons ce titre honorable, mérité déjà par nos prédécesseurs, les révolutionnaires de 1870-1880, si nous savons animer du même esprit de décision et de la même énergie sans borne notre mouvement, 1000 fois plus large et plus profond.